Bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Puisque j'ai remarqué sur certaines de mes anciennes vidéos que apparemment certains ne savaient pas ce qu'était une légende urbaine, maintenant que j'ai ouvert cette petite catégorie sur ma chaîne de Qu'est-ce que, pourquoi tout simplement ne pas expliquer ce qu'est une légende urbaine? Alors, vous connaissez certainement les films Légendes urbaines ou Urban Legend. Tout simplement, Urban Legend, c'est l'anglais de légende urbaine. La légende urbaine en soi, c'est un récit bref, au contenu assez surprenant ou inhabituel, et qui va se répandre de proche en proche par le bouche à oreille ou par d'autres moyens informels de communication. Maintenant, avec Internet, ça peut être par des forums, messageries instantanées, réseaux sociaux, blogs, etc. La légende urbaine va généralement se présenter comme une anecdote qui est au départ véridique, qui est arrivée à l'ami d'un ami d'un ami. Elle va mêler des éléments vrais, des éléments qui au fur et à mesure, bien sûr, à cause du bouche à oreille, qui vont devenir faux, et d'autres qui vont être assez douteux. Puis elle va circuler pendant des années, voire des décennies. Comme les plus connus, les récits d'autostoppeuses fantômes ou de dames blanches, si vous préférez, qui sont attestés depuis les années 30 quand même, et qui continuent aujourd'hui à circuler. Les légendes urbaines sont fréquemment, on va dire, recyclées. C'est-à-dire que, si vous voulez, elles vont s'adapter. Une légende urbaine des années 30 ne sera pas la même qu'une légende urbaine des années 80, qu'une légende urbaine de nos années maintenant, vu qu'il y a les évolutions technologiques, etc. Et puis elle va aussi évoluer selon la langue que l'on utilise. Maintenant, il ne faut pas confondre légende urbaine et légende traditionnelle. Parce que les légendes urbaines, elles, vont mettre en scène des lieux tels que stations métro, fast-food, etc. Des objets, voitures, jouets, et j'en passe. Et des personnages emblématiques du monde moderne et urbain, donc la fameuse babysitter, le drogué, et bien d'autres. Elles vont se dérouler tous dans un passé qui est assez récent selon la légende, ce qui va les classer parmi ce qu'on appelle les légendes contemporaines. Et une légende urbaine n'a pas de style à proprement parler, puisqu'elle va pouvoir emprunter à tous les genres littéraires. Une légende urbaine peut être une anecdote, un récit d'horreur, une blague, ou bien d'autres. Elle exprime par ailleurs des peurs et des fixations, et elle va véhiculer une morale qui est assez implicite. C'est-à-dire qu'on ne vous dira pas clairement le message qu'elle veut vous donner, c'est à vous de réfléchir en écoutant cette légende, de vous dire « Ah oui, elle me fait comprendre qu'il ne faut pas que je fasse ceci ou cela », ou me met en garde contre telle chose. Elles peuvent aussi jouer un rôle d'avertissement, illustrant ce qu'il faut ne pas faire, ou les dangers qui nous guettent au coin de la rue. Et dans des lieux anonymes de la vie urbaine, bien sûr, surtout de nos jours en même temps. Enfin, surtout de nos jours, puisque maintenant on en parle de plus en plus. Et donc pour toutes ces raisons, le contenu d'une légende urbaine est souvent très négatif. En tant que littérature orale, et suivant sa résistance au temps, la légende urbaine a fait partie intégrante du folklore ou du réprofolklore, c'est-à-dire quand elle est diffusée par fax, photocopie courriel ou autre moyen de reproduction mécanique. Le plus souvent, les spécialistes attribuent le titre de manière un peu exclusive à des récits qui vont présenter ces caractères suivants. Donc tout d'abord, ça sera une histoire qui aura un récit structuré. Donc souvent, la légende urbaine va se présenter comme un récit court, qui se conclut le plus souvent par une chute surprenante. C'est ce qui la différencie, d'après Jean-Bruno Renard, de la rumeur, qui va se limiter à une simple information ou une forme grammaticale de type sujet plus prédicat. Par exemple, le président de la République mène une double vie. Ça, c'est seulement une rumeur. Un deuxième caractère, c'est le fait que la légende urbaine, elle se présente comme étant vraie. Et elle porte sur des événements qui ne sont pas vérifiables directement. Pour convaincre de sa véracité, celui qui va la raconter attribuera alors son origine
à une source déterminée, selon la police nationale, un stagiaire de l'Institut Pasteur, etc. Ou bien, selon une source indéterminée, c'est arrivé à l'ami d'un ami, ça se dit dans la famille, ma cousine il paraît que, enfin voilà. Et c'est encore une fois un procédé qu'on le retrouve aussi pour les rumeurs. Une troisième caractéristique de la légende urbaine, c'est l'existence de versions et de variantes d'un même récit, dispersés dans le temps et l'espace. C'est typique des récits légendaires. Les récits de kidnapping en camionnette blanche circulent ainsi depuis le milieu des années 90. Si le cœur du récit ne change pas, là on va prendre des enfants enlevés par une mystérieuse camionnette de couleur blanche, après tout le reste peut avoir de nombreuses variantes. Ça peut être l'identité de l'agresseur qui change. Certains vont dire que c'est des membres de la communauté Rome, d'autres des pédophiles, d'autres une secte, enfin voilà. Le motif de l'agression qui peut changer, soit on va enlever ses enfants pour en faire des esclaves sexuels, pour revendre les organes, pour en faire de la viande pour cannibales, voilà, je vous laisse imaginer la chose. Et le lieu où elle se déroule peut aussi changer, bien évidemment. Une autre caractéristique, c'est que c'est une histoire douteuse. Les légendes urbaines sont souvent apparentées aux lieux communs et aux idées reçues, en ce qu'elles sont partagées par de nombreuses personnes, sans être bien sûr vérifiées. Elles mêlent souvent le vrai, le faux et le douteux. Elles peuvent parfois être basées sur des faits réels qui auraient été déformés. Donc selon le sociologue dont j'ai parlé plus tôt, Jean-Bruno Renard, il y a 3 types de modifications de faits réels dans les légendes urbaines. Il y a l'effet amplifié, c'est-à-dire qu'on va exagérer, amplifier des faits réels. Il y a l'effet déplacé de leur contexte et l'effet reconstruit. C'est-à-dire qu'un ou plusieurs faits vont être reconstruits pour se conformer à un scénario type d'une légende urbaine. C'est-à-dire que si vous voulez vous-même écrire une légende urbaine, vous prenez quelque chose qui s'est passé de, on va dire, assez banal, que vous allez détourner pour en mettre de l'horreur, du douteux, etc. Et vous pouvez vous créer une légende urbaine. Après, est-ce que elle passera de mois en mois, d'année en année, je ne sais pas, mais vous pouvez en écrire une vous-même. Il y a un exemple de fait amplifié qui a donné naissance à une légende urbaine, c'est la fameuse histoire de l'ouvrier soudeur qui aurait perdu la vue à cause de lentilles de contact. Ces dernières auraient fondu sous l'action du chalumeau et seraient restées collées à sa cornée. En fait, tout cela vient du fait qu'en 1967, un ouvrier qui portait des lentilles de contact a effectivement été blessé aux yeux par l'explosion d'un disjoncteur. Cependant, à la différence de la légende urbaine, l'ouvrier en question a retrouvé la vue en quelques jours, mais il avait quelques petites lésions quand même à la cornée. Entre le fait qui s'est réellement passé et la légende, on a bien des éléments vrais qui ont été amplifiés, sans doute là car l'incident survenu à Baltimore a profondément marqué le milieu ouvrier de l'époque. Il y a aussi une caractéristique de dimension morale. Le récit va proposer, si on l'étudie bien, un déchiffrement et une interprétation du monde, surtout dans ce qui concerne les aspects les plus perturbants, confondants ou inquiétants, et une morale implicite comme j'expliquais plus tôt. Et bien sûr, la dernière caractéristique que j'ai déjà évoquée au tout début, c'est la diffusion via les canaux informels, le bouche à oreille, réseaux sociaux, messagerie, blog, etc., etc. Et bien sûr, sa diffusion est fortement influencée par les évolutions technologiques. Alors, au début, ça fonctionnait par bouche à oreille puisqu'il n'y avait pas vraiment de technologie. Et puis, on a vu arriver les fax, les photocopieuses. Ça marchait même, si vous voulez, une légende urbaine qui n'est pas liée à la technologie. Je ne sais pas si... Je suis une trentenaire, donc peut-être les trentenaires et plus âgés aussi ont peut-être connu ces fameuses légendes urbaines. Vous savez qu'on se passait de boîte en lettres, boîte aux lettres. Renvoie cette lettre à 30 amis si tu veux le bonheur, ou sinon, ou je sais pas moi, ou un loup-garou viendra t'attaquer, etc., etc. C'est une légende urbaine qui n'utilisait pas la technologie, mais c'est une légende urbaine. Puis, comme je disais, il y a eu le fax, la photocopie, puis après l'avènement d'Internet, donc a commencé avec les envois de mails.
Et maintenant qu'il y a tout ce qui est forum, messagerie, réseaux sociaux et j'en passe, les légendes urbaines peuvent circuler comme elles veulent. Souvent, on va utiliser le mot hoax, ça veut dire canular en anglais, pour certains messages qu'on va utiliser pour se propager sur Internet. Et certains de ces hoax sont catégorisés comme des légendes urbaines. Par contre, ne confondez pas les légendes urbaines et les creepypastas. Une creepypasta, elle, c'est un genre voisin des légendes urbaines qui va évoluer exclusivement sur Internet. Mais comme vous vous doutez, il y aura bien sûr un numéro de Qu'est-ce que une creepypasta. En parallèle de ces canaux informels de communication, la légende urbaine peut parfois être reprise par erreur par des médias traditionnels. Par la radio, la presse écrite. Oui, car il arrive, bien plus souvent que l'on le pense, que la presse ou les médias internet, ne prennent pas de temps de vérifier la source de l'article et copie-collent bêtement l'article comme s'il était vrai. Et il n'y a pas qu'en légende urbaine que cela existe, puisque ça peut arriver pour la mort d'un personnage, enfin qu'ils disent qu'il est mort et que tout le monde le reprend, et que la personne en réalité est en vie. Et pour d'autres sujets aussi, cela fonctionne, ne vous inquiétez pas. Là, on a un exemple, c'est la légende du Gerbeling, qui a été reprise par RTL2 en 2007. Un des animateurs a été piégé par une fausse dépêche de presse. Malheureusement, ces erreurs vont souvent contribuer à fortement populariser les légendes urbaines. C'est pas vraiment le fait qu'on le donne à une audience plus large, le problème. Le problème, c'est qu'un média reconnu ne fasse pas la différence et ne cherche pas les sources de ce qu'on lui donne. En ce qui concerne les thèmes, vous vous doutez qu'il y a beaucoup de thèmes dans les légendes urbaines. Mais il y a quand même certains thèmes qui sont assez récurrents, comme par exemple la violence, bien sûr sous diverses formes, le meurtre, le viol, la torture, etc. La biologie humaine, médecine, maladie, la technologie, souvent sous les aspects les plus inquiétants, chimie nucléaire, génétique, les animaux, et en particulier les espèces considérées comme dangereuses ou effrayantes, nos chers amis serpents, araignées et autres petites bébêtes en toutes sortes qu'on n'aime pas du tout, des personnalités contemporaines, show business, politique et parfois même des personnages historiques, l'anti-américanisme, notamment des légendes sur les États-Unis avec des légendes sur Coca et McDo, et leurs institutions aussi, bien sûr, tant qu'à faire, qui ont souvent un contenu politique doublé d'une théorie du complot, des actes révolutionnaires altermondialistes, anticentralistes ou anti-unitaristes. Et finalement, aussi, ce qu'on voit souvent, c'est des légendes urbaines sur les sciences occultes et l'ésotérisme. Dans un livre qui s'appelle Rumeurs et légendes urbaines, le fameux sociologue Jean-Bruno Renard va proposer une définition assez complète de la légende urbaine. Il va opposer la légende urbaine contre la légende traditionnelle. Voilà ce qu'il dit dans son livre. Bien qu'elle soit aujourd'hui encore racontée par les Strasbourgeois, l'histoire du cheval du diable autour de la cathédrale appartient aux légendes traditionnelles. On voit effectivement apparaître dans cette histoire une figure, le diable, et des éléments surnaturels qui appartiennent à ce que la sociologie et les spécialistes de légendes urbaines décrivent comme la civilisation traditionnelle. Elle est enfin située dans un passé lointain. La légende urbaine, elle, au contraire, c'est une légende contemporaine qui s'est passée il y a peu, comme une anecdote qu'un ami aurait pu, bien sûr, petit clin d'œil, aurait pu vivre. La réunion de ces deux éléments, c'est donc une légende située à la fois dans un passé récent et ancrée dans la civilisation moderne, caractérisée par le multiculturalisme, l'économie industrielle, le milieu urbain, la dominance du pragmatisme technico-scientifique, explique peut-être la genèse de l'expression légende urbaine. Ce n'est effectivement que dans les années 80 qu'elle va commencer à se populariser, sous la plume du folkloriste américain Ian Arnold Brunvand. Des légendes contemporaines existaient bien avant, même jusqu'au Moyen-Âge. Et des récits datés du 19e siècle peuvent rétrospectivement être rapprochés des légendes urbaines, telles qu'on les connaît aujourd'hui, comme les piqueurs de fesses qui auraient sévi à Paris en 1819.
Enfin, Jean-Bruno Renard précise que certaines légendes urbaines, telles que les histoires de dames blanches, contiennent des éléments de légendes traditionnelles, qui se sont transformés ou intégrés dans des récits contemporains. La Llorona continue par exemple d'apparaître dans des légendes d'autostoppeuses fantômes. L'existence de versions et variantes d'un même récit, dispersées dans le temps et l'espace, est typique des récits légendaires, et elle intrigua même Jean-Noël Capferrer, qui fait des légendes urbaines un type particulier de rumeurs, qui apparaissent de manière régulière et imprévisible. Donc en 1987, il aurait dit « Une fois fini, la rumeur est devenue une quasi-légende, circulant lentement d'une ville à l'autre. Elle est un mythe flottant. Un jour, au fil des discussions, elle s'ancre dans le réel. C'est ici, c'est maintenant. Aussi explose-t-elle un jour à Nice, un autre à Montpellier, un troisième à Liège en Belgique. On est passé du récit sans lieu ni date à une version actualisée. Mais quand? Plus personne ne le sait. D'une façon générale, si l'on trouvait le fait qui, un jour, en un autre lieu, ait pu donner naissance à ces histoires exemplaires, ce qu'il reste de plus étonnant, c'est leur persistance. Même si toute histoire exemplaire, comme toute légende, n'est que l'écho déformé d'un lointain fait exact, il reste à élucider pourquoi la mémoire collective tient tant à cette histoire. Quelle vérité cachée porte-t-elle en son sein? Tout à l'heure, je vous évoquais la morale implicite des légendes urbaines. Eh bien, avant que ce mot de légende urbaine existe en français, une certaine Véronique Campion-Vincent proposait dans un article publié en 1976 d'appeler ces récits « histoires exemplaires » en référence aux exemplats du Moyen-Âge. Elles sont présentées comme vraies et les exemplats étaient des anecdotes utilisées par les prédicateurs pour leur portée morale et pour servir d'exemple. Les spécialistes des légendes urbaines s'accordent à dire qu'elles sont des récits moraux, bien que leur morale ne soit pas dans la plupart des cas visible dans le récit. Elle est implicite et se laisse deviner dans l'enchaînement des événements ou dans la justice immanente qui semble planer et frapper ceux dont le comportement s'écarte de la norme. Ainsi, les légendes d'enterrement de vie de jeunesse mettent presque tout en scène les excès de la fête ou l'infidélité d'un des futurs mariés pour en montrer les conséquences funestes. Un homme se retrouve ainsi étouffé entre les seins d'une stripteaseuse, un autre peut être amputé à la suite d'une farce commise sous l'emprise de l'alcool, etc., etc. Pour Martine Roberge, les légendes urbaines ont une fonction incitative à la prudence. Elles illustrent ce qu'il faut ou ne faut pas faire. Elles nous mettent en garde dans les projets qui peuvent se présenter au coin de la rue, dans les produits venant de l'étranger, tels que les yuccas, qui contiendraient des migales, ou les fruits exotiques infectés au VIH, ou dans les produits du quotidien. Ces caractéristiques font des légendes urbaines des récits conservateurs et souvent xénophobes, qui nous incitent par exemple à nous méfier des inconnus plutôt qu'à leur accorder notre confiance. L'étranger est souvent vu comme dangereux ou contaminant. Des exceptions existent toutefois à la règle, comme les légendes urbaines antiracistes. Pied de nez aux stéréotypes associés aux personnages habituellement stigmatisés dans les légendes urbaines, étrangers, marginaux, etc. Alors moi j'ai découvert une sorte de légende urbaine en vous créant cette petite vidéo que je ne connaissais pas. C'est ce qu'on appelle les glurch. Ils circulent sur internet et ils se distinguent à la fois par leur dimension positive et leur morale généralement explicitée en fin de récit sous forme de leçons de vie. Dans l'exemple de la course aux handicapés, Renard et Campion-Vincent en 2014, des athlètes courent le 100 mètres aux Olympiades des handicapés, qui est organisé à Seattle en 1984, quand l'un d'entre eux va faire une chute soudaine. Tous vont alors ralentir et l'aider à terminer la course. La légende, vraisemblablement date du début des années 2000, va se conclure sur la morale suivante. Les personnes qui l'ont vu en parlent encore. Pourquoi ? Parce qu'au fond de nous, nous savons tous que la chose la plus importante dans la vie est bien plus que de gagner pour soi. La chose la plus importante dans cette vie, c'est d'aider les autres à gagner, même si cela implique ralentir et modifier notre course. Alors aujourd'hui, qui pourrais-tu aider à gagner ? Au final, vous l'aurez compris, les légendes urbaines sont en majorité des légendes assez noires, au contenu négatif. Elles vont mettre en scène des peurs que l'on peut relier aux conditions de la vie urbaine et moderne. L'anonymat des grandes villes, la cohabitation de communautés différentes, la délégation de tâches, comme par exemple la garde des enfants à des personnes, ou des services extérieurs au cercle de la famille et des proches, l'émergence des multinationales,
l'accélération technologique, etc., etc. Comme le remarquent Anna Kirziuk et Alexandra Arkhipova, qui sont deux chercheuses russes qui s'intéressent aux légendes urbaines soviétiques, un citadin dans sa journée va croiser chaque jour une foule d'inconnus. Que ça soit du métro à la cour de récréation, il est obligé de partager l'espace public avec d'autres anonymes et d'acheter des biens et services à des étrangers. Donc cette vie, la vie sociale dans laquelle on est, repose sur un certain degré de confiance, pour ne pas dire quelque part de confiance aveugle. Ce qui expliquerait justement ces fameuses légendes urbaines.